Quel monde après la fin du monde? Il m'a dit, bah oui, quel monde en fait? Il a raison, parce que le constat que je viens de vous faire, mais tout le monde le fait. Il y a des tonnes et des tonnes de conférences où les gens viennent, ils disent, oui, c'est l'enfer. Alors c'est l'enfer en France, c'est l'enfer en Europe, c'est l'enfer partout. C'est l'enfer, c'est la crise, ou alors c'est un changement extrêmement profond. Toujours est-il que le constat est unanimement partagé. Oui, on est dans une logique post-progrès, post-croissance, post-moderne, post-révolution industrielle. Il va falloir réinventer nos modèles. Ok, mais on propose quoi? Quelle suite à l'histoire? Quelle suite à l'histoire? En 1920, ils se sont posé cette question. Ils se sont posé cette question pour quelle raison? Parce que vous aviez la flamme humaniste qui a été coupée, l'histoire rationnelle qui a été coupée de plein fouet. Et en 1920, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, oui, finalement, aujourd'hui, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que tous les grands discours rationnels, ils nous ont conduits à la Première Guerre mondiale. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est la fin d'un monde. Il y a eu la même chose en 1920. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réinjecter du sacré. On va essayer de réinjecter de la religiosité dans le politique. Parce que c'est ça qui va rallumer la flamme. Des gens qui se disaient déjà en 1920, c'est la fin du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on a inventé à ce moment-là? On a inventé le nazisme et le fascisme, Rosenberg et Gentile. L'idée, c'était de raconter la suite de l'histoire et de reprendre le fil de cette histoire sacrée qui avait été interrompue par une pensée hyper rationnelle et dire ça ne marche pas, on réinjecte de la religiosité. Voilà là où ça nous a menés. Du coup, nous, on raconte quelle suite à notre histoire à nous? À ce moment-là où le sujet ne se pose plus au niveau européen, il se pose au niveau macroéconomique, au niveau mondial. Quelle suite à l'histoire? Quelle suite à l'histoire? On pourrait se dire qu'en fait, on va continuer le fil de l'humanisme de l'Europe de la Renaissance, qui a été interrompu par la société industrielle, et que Ingegard exposait déjà en 1970, quand il disait finalement, on va passer du post-progrès au post-matérialisme. Lui, il a écrit, au sortir des Trente Glorieuses, des lignes sur ce qu'il appelait le post-matérialisme. Il disait finalement, le rêve de société qu'on pourrait partager dans les années à venir, ce serait celui-ci. J'oublie ces mots. C'est la sortie de la société industrielle qui fait émerger, donc fera émerger, un nouvel idéal d'autonomie. L'éducation de masse offre à chacun les moyens intellectuels d'une pensée indépendante. L'État-providence coupe le lien de dépendance matérielle entre les enfants et les parents. Les communautés de nécessité deviennent des affinités sélectives. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur les tribus. C'est dans ce cadre que la montée d'une spiritualité post-matérialiste émerge. La condition postmoderne est devenue la recherche d'un sens de la vie. C'est drôle, pourquoi on appelle la génération Y? Pour le why de pourquoi. Parce qu'en opposition à la génération X, qui est la génération du comment, c'est une génération qui recherche le sens, pour s'engager, pour se lever le matin, pour travailler. Son sens à elle est le sens des organisations pour lesquelles elle travaille. Je continue. Le matérialisme recule. Éducation, urbanisation, démocratisation, bouleversement des rapports de domination homme-femme. Tout concourt, aux yeux de Ingegard, à une société d'autonomie, de tolérance. La société post-industrielle se libère alors de l'obsession qui avait marqué les sociétés antérieures, celle de la survie économique. On l'est en 1970, au sortir des Trente Glorieuses, et ce philosophe, ce mec, ce sociologue dit voilà ce qui va se passer dans les années à venir. Ça serait peut-être ça, la suite à l'histoire. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce qu'au contraire, on a eu un repli matérialiste extrêmement profond. Et aujourd'hui, on est probablement à la limite du système. Est-ce qu'on peut rêver pour demain ce qu'il avait écrit en 1970? Peut-être. En tout cas, je l'appelle de mes vœux. Une autre suite à l'histoire qu'on pourrait dessiner est encore plus ancienne. Ça serait un retour vers le futur, un retour au paléolithique. Le paléolithique, c'était considéré par les Grecs comme l'âge d'or. L'âge d'or, ce sont les chasseurs-cueilleurs. Alors pourquoi c'est l'âge d'or? C'est assez intéressant. Et là, je vais prendre ma casquette de féministe. En fait, à cette époque-là, il y a eu une disparition du système hiérarchique ancestral qui a été remplacé par des systèmes de réseaux sociaux qui ont favorisé la culture cumulative et la collaboration entre les individus. Et ce qui s'est passé, c'est une stricte égalité entre hommes et femmes qui est revenue, parce que ce n'était pas le cas auparavant, une proximité des sexes, une répartition équitable du travail qui a expliqué en partie les progrès notables en termes d'art, de conscience de soi, de culture et de technologie. L'introduction dans notre civilisation de l'agriculture et de la propriété, notamment par l'élevage,
qui a engendré par la suite l'égoïsme et les inégalités sociales qui ont été liées à ces développements, ainsi que la polygamie et donc le retour à la domination des mâles, ça a cassé le paléolithique. Ça a cassé cet âge d'or des chasseurs-cueilleurs où les hommes et les femmes travaillaient en équilibre, où finalement on avait déjà les modèles d'organisation vers lesquels on tend aujourd'hui. Ces modèles qui sont flat, qui sont écosystémiques, qui sont agiles. Est-ce qu'on pourrait se dire que finalement ce qu'on est en train de vivre, où il n'y a plus de croissance, où on est en train de donner un nouveau sens à la propriété, en passant insidieusement, subrepticement de la propriété à l'usage, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est aussi un momentum qui nous permettrait de revenir à cela? On voit que les entreprises sont en train de se transformer dans leur façon d'être, dans leur raison d'être. On voit qu'on a une conception du statutaire, de la propriété, qui est très différente des générations précédentes. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un retour au paléolithique pour écrire la suite de l'histoire? Je n'en sais rien. Toujours est-il que Walt Disney disait « Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre ». Et je pense qu'il avait raison quand il a fait ses dessins animés, qu'en l'occurrence, pour nous, la question qui se pose est un peu différente. C'est tous nos rêves peuvent se réaliser, pas si on a le courage, si on a la responsabilité de ça. On a cette responsabilité. Si on sait faire face à nos responsabilités. On est un momentum, on a un pouvoir extraordinaire dans nos mains. Le constat est partagé à Paris, à New York, à Shanghai, partout. On est à la fin d'un modèle, il faut en inventer un nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle suite à l'histoire on décide d'écrire collectivement? La question mérite d'être posée.